Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour décryptage sur Niwad Info, prise de Damas par les HTS. Bachar al-Assad ensuite aurait trouvé refuge en Russie. Que sait-on de la chute du régime syrien? On en parle avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. En moins de 2 semaines d'offensive, les rebelles menés par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham ont fait tomber le président Bachar al-Assad, mettant fin à un demi-siècle de règne de la famille Assad. Les groupes islamistes et les rebelles appellent aujourd'hui les Syriens à reconstruire une Syrie libre, justement, qui sont les HTS. Et comment est né ce mouvement? En fait, les HTC, comme on les appelle présentement, sont un mouvement qui existe sous cette forme de façon récente, mais le leader a été connu à travers un certain autre nombre de mouvements dans lesquels il s'est retrouvé. Le Hayat Tahrir al-Sham, puisque c'est ça qu'on appelle HTC, date de 2017, mais avant 2017, en 2016, il s'appelait plutôt Fatah al-Sham. Ce qui n'est pas loin, c'était le front Fatah al-Sham, l'ouverture de Sham. En 2012, c'est eux qui constituaient ce qu'on appelait à l'époque le front al-Nosra. Maintenant, il faut rappeler que depuis la crise syrienne, il y a une multitude de mouvements rebelles à l'intérieur de la Syrie, soutenus par différents pays. Parce que ça, il faudrait que les gens s'en rappellent. Il fut un moment où les Russes, les Turcs, l'Iran, les États-Unis, certaines monarchies du Golfe, chacun avait en quelque sorte son groupe à l'intérieur de la Syrie, de sorte qu'on parlait de printemps arabe par rapport à ce qui s'est passé en Syrie, mais c'était extrêmement loin d'être un printemps arabe. Vous aviez caché derrière ce printemps arabe une très grande lutte d'influence entre des pays d'abord, mais entre également des mouvements syriens. Et le Hayat Tahrir al-Sham, le HTC, est sorti de cela, de la lutte d'influence à l'intérieur des groupes rebelles. Puisqu'ils ont été affiliés à un certain moment à État islamique, ils ont été affiliés à un autre moment à Al-Qaïda, ils ont pris ensuite, si je peux l'appeler ainsi, leur indépendance, mais ça, ils n'étaient pas seuls, ils se sont retrouvés avec d'autres groupes rebelles pour former ensemble ce mouvement qui aujourd'hui a fait tomber le pouvoir de Bachar al-Assad. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? La dénomination, les noms portés par ce mouvement ont évolué avec le temps. Est-ce que cela a impacté également la position, voire l'idéologie que porte ou défend le mouvement? Oui, il y a une évolution du nom, il y a une évolution également de l'idéologie. Puisque je disais tout à l'heure qu'il y a des combats entre les groupes. Rappelez-vous que c'est dans cet espace qu'on a vu la première fois les combats entre État islamique et Al-Qaïda. Alors que de loin, quand tu regardes, on a l'impression que c'est la même chose. Pourquoi ces gens-là ne se mettent pas ensemble? Pourquoi ils vont se battre? C'est qu'en termes de stratégie, en termes de mode d'action, ce n'est pas exactement la même chose. Et le HTC, ça sera surtout ça. Eux, ils considèrent qu'il faut faire en Syrie ce que je pourrais appeler une lutte nationale. Alors qu'Al-Qaïda, État islamique, sont dans une logique d'une lutte qui a un caractère international. Quand j'ai dit national, regardez ce qui se passe avec les talibans en Afghanistan. Vous n'avez jamais vu les talibans aller dire qu'ils vont lutter pour telle ou telle autre chose à l'extérieur de leur pays. Leur lutte avait ce caractère national et HTC a pris cette option. En prenant cette option, leur idéologie, leur orientation n'était plus exactement la même, ni avec État islamique, ni avec Al-Qaïda. Et cette orientation nationaliste fait partie de ce qui leur a permis de fédérer d'autres mouvements rebelles au niveau de la Syrie, même s'ils continuent à affirmer ce caractère islamiste qui est très clair. On l'a vu aller faire sa première déclaration dans la mosquée ottomane au niveau de la Syrie à Damas. Et avec leur allié pro-turc de l'armée nationale syrienne, les rebelles se sont successivement emparés d'Alep, deuxième ville du pays, de Hama, plus au sud du pays, puis
plus de Homs avant d'entrer donc dans la capitale Damas le week-end. Mais les médias soulignent le retrait des forces armées de sécurité qui gardaient ce régime. Mais comment comprendre que ce régime soit tombé aussi facilement sans imposer de résistance? À mon avis, il y a plusieurs raisons. Ce mouvement s'est préparé certainement de très longue date. Puisque nous, on est surpris parce que personne ne s'attendait à une chute aussi rapide. Mais il faut rappeler que Bachar avait pratiquement perdu le pouvoir. Il a été remis au pouvoir par les Russes, les Iraniens et le Hezbollah. Il faudrait qu'on le rappelle, il avait déjà perdu le pouvoir pratiquement puisque les populations syriennes s'étaient véritablement soulevées contre l'exercice du pouvoir par Bachar al-Assad. Donc il y a cet épisode-là qu'il ne faut pas oublier. Il y a un Bachar al-Assad qui était là, non plus par le peuple syrien, mais maintenu à la limite au pouvoir par des forces étrangères. Cela pose souvent un problème, même pour le bon militaire syrien, c'est un problème que le président soit là, maintenu par des forces étrangères. Juste avant la chute, vous avez vu Bachar al-Assad décider d'augmenter de 50% les salaires des militaires. Ben, ça veut dire que ces gens avaient des salaires qui posent sérieusement problème, parce que quand on augmente d'un salaire à 50%, ça veut dire que le salaire n'était pas costaud. Un salaire costaud, il est difficile de l'augmenter à 50% parce que ça va poser un énorme problème sur le plan budgétaire. Mais ça montre que les militaires n'étaient pas dans de très bonnes conditions. Le troisième élément, Bachar al-Assad, pour sa sécurité lui-même, n'avait pas véritablement fait confiance à ses soldats. Et il a fait ce que les gens font tout le temps. Tu te trouves une garde prétorienne. C'est cette garde prétorienne qui ont les armes. Les autres soldats, on donne juste le nécessaire en craignant que les armes ne soient retournées contre le président de la République. Ben, tous ces éléments ont fait que ceux-là se sont armés, préparés, et ils sont venus avec une détermination qui n'existait plus chez les militaires syriens. Ben, l'autre élément, on informe les militaires que le président a pris un jet privé, il est parti. Vers quelle destination? On dit Russie pour le moment. Les gens en ont parlé. Il y a Peskov qui est sorti récemment pour dire qu'il n'est pas en Russie. Mais bon, pour moi, ce n'est pas le plus important. Ici, ce qui m'intéressait, c'est que quand le président lui-même fuit, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, les militaires qui restent vont se battre pour qui et au nom de quoi? Mais quand vous mettez maintenant tous ces éléments ensemble, vous comprenez qu'il n'y avait pas une véritable résistance. L'autre raison qui n'est pas à négliger, c'est qu'Israël a plusieurs fois frappé en Syrie. Et en frappant en Syrie, Israël cherchait à affaiblir les membres du Hezbollah qui sont là-bas. Et l'Iran, n'oubliez pas qu'il y a eu une frappe sur le consulat. Et c'est ceux-là également qui étaient les soutiens du régime de Bachar al-Assad. Mais il y a toutes ces choses qui ont fait une sorte de concours de circonstances. Ils ont eu, j'allais dire, une très bonne lecture de la situation politique et militaire du moment, parce que l'Iran est très soucieux actuellement de sa situation de ni guerre ni paix avec Israël. La Russie, qui était un autre soutien, tout le monde sait que la Russie a retiré une partie des troupes qui étaient en Syrie pour envoyer vers la Russie. Et même on l'accuse d'avoir recruté des Syriens, vrai ou faux, je ne sais pas. Mais ça veut dire que la Russie avait également besoin de ces hommes. Mais le moment était pratiquement le moment le plus favorable pour pouvoir faire tomber le régime de Bachar. Ils ont peut-être eu le bon renseignement, ils l'ont exploité, ils ont obtenu le résultat. Et aux côtés de l'armée syrienne qui n'avait pas réagi, également le silence de la Russie qui s'est fait remarquer, mais la Russie qui également aurait accueilli aujourd'hui le président et sa famille. Mais pourquoi justement n'a-t-on pas entendu la Russie dans les premières heures? Pourtant, la Russie a participé militairement à un bombardement pour essayer de réduire l'avancée de ses forces de Hayat Tahrir al-Sham. Mais le problème, une bonne partie de l'aviation russe avait été retirée, puisqu'on était plutôt, entre guillemets, dans une situation d'un régime plutôt stabilisé, ce qui n'était pas la réalité. Mais quand ils se sont rendus compte... Une stabilité apparente? Oui, une stabilité apparente.
Mais dans le fond, tout le monde savait que Bachar n'était pas assis sur un pouvoir parce que les Syriens n'en voulaient pas. Tout le monde a vu les manifestations en Syrie et même à l'extérieur de la Syrie, dans les pays qui ont le plus grand nombre de réfugiés, en Allemagne, en Turquie, les gens ont carrément fait la fête parce que ça montre que les Syriens ne voulaient pas de ce régime-là. Maintenant, la Russie ne pouvait rien dire dans ces conditions. Elle va dire quoi? La Russie a son gros problème avec l'Ukraine. Qui n'est pas tout à fait réglé jusqu'à présent, même si on semble aller vers la fin. La Russie est impliquée dans d'autres pays en Afrique, dans des guerres comme au niveau du Soudan. Cette Russie est plutôt en train de chercher des supplétifs en termes de militaires pour continuer sa guerre avec l'Ukraine. Cette Russie ne pouvait pas faire de la Syrie une priorité. Éviter d'être sur deux fronts simultanément. Oui, mais ça demande énormément de choses. Que de vouloir être en Centrafrique, au Mali, au Niger, au Burkina, et en Syrie. Au Soudan, en Libye, en Syrie, puisque... Et c'est pas fini. Donc, ça montre qu'effectivement, à un certain moment, il y a l'objectivité. Et comme on dit en diplomatie, c'est l'intérêt, c'est le rapport de force. Et la stratégie aussi. La Russie, qui a été en soutien de longue date de Bachar al-Assad, et qui dispose également de bases militaires dans le pays. Mais que deviendront justement ces bases militaires? Mais c'est une des grosses interrogations. La Russie a commencé déjà, dans une de ses sorties, la Russie disait qu'au départ, quand les groupes rebelles étaient en train de prendre petit à petit la Syrie, ils disaient que non, ce n'est pas normal qu'on laisse la Syrie entre les mains de groupes terroristes. C'est ce qu'ils avaient dit. Mais finalement, c'est exactement ce qui s'est passé parce que les Russes se sont rendus compte que ce mouvement qui était un des mouvements les plus forts au niveau de la Syrie en termes de mouvement rebelle, c'est très bien reconstitué, très bien organisé, très bien armé. Mais ils ont compris que s'il fallait défendre le président syrien, il fallait carrément créer une situation de guerre par rapport à ce mouvement. Et les Russes, puisqu'ils sont là-bas, ils sont dans le renseignement, ils savent très bien que les populations syriennes ne vont pas les soutenir. D'ailleurs, dans certaines villes, ce qui a facilité la chose, c'est que quand Alep a été pris, quand ils descendaient, les populations sortaient. Quand on disait ils vont vers Homs, les populations de Homs sortaient pour déchirer les portraits de Bachar al-Assad et s'apprêtaient à recevoir ces gens. Mais quand tu veux faire la guerre dans ces conditions, mais tu auras toute la population contre toi. Dans un contexte d'instabilité dans la région, au Proche-Orient, quelles seront les conséquences directes de la chute de Bachar al-Assad, notamment sur les relations avec le Liban, qui peine à mettre en place un pouvoir central, mais aussi l'Iran, un allié de longue date? Ça va être difficile de dire à l'heure actuelle comment les choses vont se passer. Parce que je rappelle ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs mouvements rebelles au niveau de la Syrie. Aujourd'hui, c'est le mouvement leader. Mais n'oublions pas que la Turquie a son groupe rebelle, son groupe armé à l'intérieur de la Syrie, qu'on appelle les forces nationales syriennes, qui sont soutenues par la Turquie et qui se battent surtout contre des Kurdes qui sont soutenus par les États-Unis. Il faut que les choses soient bien claires. L'avenir de cette minorité est également aussi soulevé. Mais il y a déjà eu même des affrontements, malgré la prise de Damas. Il y a eu des affrontements entre ces groupes pour montrer qu'il y a encore des oppositions entre les groupes qui sont là-bas. Il y a Israël et les États-Unis qui ont frappé, disent-ils, des membres de l'État islamique avec des dépôts d'armes. Pour dire que l'État islamique aussi est encore là. Et comme je le disais tout à l'heure, le HTC aujourd'hui, ce n'est plus État islamique, ce n'est plus Al-Qaïda. Mais quand on regarde par rapport à l'Afghanistan, quand les talibans ont repris le pouvoir, l'État islamique a fait des attentats contre les talibans. Pour dire que, même d'un point de vue interne, on n'est pas encore sur une situation claire au niveau de la Syrie. Est-ce que le leader de HTC va pouvoir fédérer les autres mouvements, mettre en place ce qu'ils appellent un gouvernement d'union que beaucoup de gens souhaitent actuellement? Ce n'est pas évident. L'autre élément, c'est ces mains extérieures qui sont là. Vous avez clairement l'Iran, vous avez clairement également le Hezbollah à partir du Liban, vous avez également Israël qui régulièrement a bombardé la Syrie, même avant que ce problème ne se pose, mais il y a un enjeu effectivement régional qui est là, qui va sérieusement se poser. Faut pas oublier de rappeler cette curiosité. Juste 2 jours pratiquement avant la chute de la Syrie,
l'Iran, la Turquie, la Russie ont fait une réunion ensemble à Doha. Pourtant, ils ne supportent pas le même bord dans ce qui se passe. Maintenant, une chose est sûre, pour le moment, le pays extérieur qui s'en sort le plus, c'est la Turquie. C'est elle qui semble être au devant. On l'accuse même d'avoir, en plus des forces nationales syriennes dont je parlais, soutenu également le HTC. Une autre interrogation, c'est ce que incarne ou sinon va incarner le chef islamiste Abu Mohamed al-Joulani pour les Syriens après donc la chute de Bachar al-Assad. Il y a deux choses ici. On se rappelle, lui, dont la tête a été mise à prix par les États-Unis. Tout à fait. En fait, mais il faut qu'on cesse de se tromper et de regarder par les lunettes des Américains seulement. La population syrienne est majoritairement une population musulmane. Si vous voulez faire peur à des musulmans en parlant d'islam, mais ils n'auront jamais peur. Donc cette façon de dire c'est un islamiste, certains disent radical et pragmatique, il y a toutes sortes de qualifications qu'on essaye de trouver. Ça peut marcher dans d'autres milieux. En Syrie, ça ne marchera pas. Rappelez-vous Sarkozy et sa déception en Libye, quand il est allé en pensant que bon, maintenant on va créer une Libye laïque, etc. Devant lui, les gens ont dit on va reconstruire la Libye en se fondant sur les principes de la charia. Donc il faut pas que les gens pensent que c'est des Syriens qui ne veulent pas de la religion. Cette religion qu'on essaye d'utiliser pour faire peur aux Syriens, ça ne marchera pas. Est-ce qu'on peut se poser la question, quel sera l'enjeu majeur du pays? Une question géopolitique ou religieuse? Il y aura le tout en même temps. Il y aura le tout en même temps. Il y aura une question religieuse parce que la Syrie a été dirigée pendant longtemps par la famille Assad. La famille Assad, c'est des chiites alaouites. Ils sont minoritaires au niveau de la Syrie. C'est les sunnites plutôt qui y sont majoritaire. Donc il y a cette réalité qui est là, indiscutablement, qui va se poser. Mais quand tu dis chiites, sunnites également, ça crée de la géopolitique. Puisque pendant longtemps, l'Arabie saoudite d'un côté pour les sunnites, l'Iran de l'autre pour les chiites, ont eu des combats indirects dans les pays comme ça se passe au niveau du Yémen. Ce combat aujourd'hui se réduit de plus en plus parce qu'il y a un rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui a été initié par la Chine. Donc, il y a ce phénomène qui est là, qui sera un phénomène indiscutable qu'il va falloir également regarder pour voir est-ce que la Turquie va venir en reine au niveau de la Syrie ou bien est-ce que les autres pays arabes vont se dire mais non, pourquoi on est ici dans le milieu arabe? Pourquoi c'est la Turquie qui va venir? Est-ce que les autres ne vont pas changer de comportement? Parce que malgré qu'on avait commencé à réintégrer Bachar al-Assad dans le monde arabe, les gens n'étaient pas contents de son attitude puisque lui, il avait confiance aux Iraniens, il avait confiance également aux Russes. Il ne s'était pas montré très collaboratif pour un certain nombre de solutions qui lui étaient proposées. Et parlant de la famille Assad, justement, ophtalmologue de formation, lui que rien ne prédestinait aux plus hautes fonctions de l'État, Bachar al-Assad est arrivé au pouvoir en 2000 après la mort de son père. Il était devenu pour les Syriens le visage d'une répression dans un pays. Après avoir incarné donc ses débuts, l'espoir d'une ère nouvelle, que retenir aujourd'hui du règne des Assad du père au fils? La fin d'un règne qui se passe est dans des conditions plutôt difficiles, puisque, vous l'avez bien dit, il n'était pas pressenti, c'est son grand frère qui avait été véritablement préparé. D'ailleurs, les gens ont remontré plusieurs de ces images où, quand il l'a fait revenir d'Angleterre, les gens ont dit « Ah, c'est lui le dauphin ». Il a dit non, j'en ai pas parlé avec mon fils, etc. Mais bon, vous savez, quand on prépare son fils, on ne dit pas à tout le monde qu'on prépare son fils pour attirer l'attention des gens là-dessus. Maintenant, parmi les leçons à tirer, il est clair que personne ne peut gagner contre son peuple. C'est ce que les Assad viennent d'apprendre, mais ils auraient pu apprendre ça depuis longtemps. Blaise Compaoré en a fait l'expérience, Ben Ali en a fait l'expérience, Moubarak en a fait l'expérience. On ne peut pas gagner contre un peuple. Et ça, il faudrait que la leçon soit tirée une bonne fois pour toutes. Ça réduirait ces déstabilisations, ces rébellions au niveau des pays où le développement devrait être plutôt la priorité. Et pour terminer, quelle analyse faites-vous de la réaction internationale, notamment celle de la France, Emmanuel Macron, qui s'est félicité dimanche de la chute d'un État de barbarie? C'est une réaction avec une certaine dose d'hypocrisie. Puisque pour ceux qui se rappellent, pendant le conflit, quand les gens proposaient la solution, la France fait partie de ceux qui disaient tout sauf la Syrie, tout sauf Bachar al-Assad.
C'est-à-dire, bien qu'il était en train de reprendre de la force, il n'avait pas encore repris complètement son pouvoir avec le soutien des Russes et de l'Iran. La France disait plus question, il faut qu'on en finisse avec lui. Mais après, on a vu les gens changer de position quand il s'est remis carrément au pouvoir avec ses réalismes politiques. Mais aujourd'hui, il devient facile de dire ce qu'on veut. Notamment sous Nicolas Sarkozy. Oui, il devient facile de dire ce qu'on veut parce que Bachar n'est plus au pouvoir. D'ailleurs, quand je regarde la réaction de Biden, c'est la même chose. Il dit bien qu'il soit réfugié en Russie, il faut qu'il vienne rendre des comptes. Mais non, il a à côté Netanyahou qui doit rendre des comptes. Il a ces soldats américains qui ont fait des crimes partout, en Irak en particulier, à Guantanamo, qui doivent rendre des comptes. Avant d'aller demander des comptes aux autres, eux-mêmes, ils n'ont qu'à d'abord rendre les comptes. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.